Bonjour à tous et bienvenue, c'est lundi. Nous allons survivre à cette semaine, toi et moi, et vendredi nous serons très fiers de nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on peut résumer cela en deux sujets. La Russie lance sur l'Ukraine une des attaques de drones et missiles les plus importantes de la guerre. On parle de plus de 450 drones et d'environ 50 missiles, dont plus de la moitié sont balistiques. Ils ont visé des cibles sensibles pour l'Ukraine. La deuxième partie de la vidéo peut se résumer par l'Ukraine. Riposte, et ils ont également touché des cibles très sensibles pour la Russie. Et les cibles elles-mêmes étaient assez similaires pour les deux camps, des centrales thermiques. C'était l'objectif principal des deux camps. Mais nous allons commencer par l'attaque russe contre l'Ukraine. Cela s'est produit le 7 novembre et c'était massif et c'était vraiment douloureux et je déteste le dire mais c'est la vérité. C'était aussi efficace. L'Ukraine a de nouveau détruit la majorité des drones. Mais ce n'est jamais suffisant, car si certains passent, ils font vraiment des dégâts. Les drones Shahed ne sont pas une blague. Sur 458 drones, 300 étaient des Shahed et il y avait 45 missiles, dont 32 étaient des balistiques. Avant d'évoquer les cibles choisies par la Russie en Ukraine, je veux vous montrer une vidéo d'un garçon ukrainien de 2 ans qui, en entendant un drone Shahed, montre comment réagir à travers les yeux d'un enfant. Il sait déjà quoi faire. Prends ton matelas, prends tes affaires, va dans le couloir. Pourquoi le couloir ? Eh bien, lorsqu'il y a des attaques de drones et de missiles, il faut au minimum 2 murs entre toi et l'extérieur. C'est juste la base à savoir sur les attaques de drones. Voici le premier mur, puis le mur extérieur de l'appartement. Donc le couloir est l'endroit le plus sûr, et ce gamin le sait. Il prépare tout pour aller dormir, il prend son oreiller. Donc oui, les enfants de cette génération en Ukraine se sont levés, se sont adaptés à cette guerre, se sont habitués à entendre des explosions et à se préparer immédiatement. Ton deuxième endroit pour dormir dans le couloir. Passons maintenant au vrai résultat de cette attaque. Et c'est mauvais pour l'Ukraine, parce que toutes les centrales thermiques appartenant à l'État, leur production d'électricité dans la nuit du 7 novembre, après cette attaque, s'est arrêtée à zéro absolu, je cite. Toutes les centrales thermiques exploitées par la compagnie d'énergie publique ukrainienne appelée Centrenergo sont à l'arrêt après la plus grande attaque russe, qui les a toutes visées. La compagnie l'a annoncé le 8 novembre. Selon la compagnie, les mêmes centrales thermiques qui avaient été restaurées après les attaques en 2024 ont de nouveau été frappées. Avec de nombreux drones russes les visant chaque minute dans la nuit du 8 novembre, la Russie a également ciblé des sous-stations. Donc ce n'est pas seulement l'infrastructure de production et de transport d'électricité, les sous-stations, les lignes électriques, tout cela. Malheureusement, ils en ont touché beaucoup, notamment les sous-stations d'alimentation. Les centrales nucléaires de Khmelnytsky et Rivne ont été ciblées lors de frappes planifiées. Tout cela a entraîné des coupures de courant, je pourrais dire des pannes d'électricité, mais c'était. Cela implique que le courant est revenu immédiatement, ou après un certain temps. Ce n'était pas le cas. Pour certaines villes, certains quartiers, les zones suburbaines, l'électricité a complètement disparu pendant 18 heures. Il faisait complètement noir dans des villes où vivent des millions de personnes. Autre conséquence, les infrastructures d'eau, désormais majoritairement électriques, sont aussi touchées par cette panne. Donc si vous n'avez pas d'électricité, l'eau ne circule tout simplement pas dans les tuyaux, parce que les tuyaux, les pompes elles-mêmes, sont électriques. Par exemple, cette vidéo provient de Kharkiv. Le lendemain matin. Des gens font la queue pour de l'eau provenant des puits locaux, des rivières et de tout endroit où l'eau jaillit à la surface, un point d'eau naturel. Je ne sais pas comment on dit en anglais, désolé, un puits ou une rivière. Les gens font la queue là-bas pour prendre de l'eau car les pompes ne fonctionnent pas faute d'électricité. Juste pour vous montrer à quel point cela fait du mal aux gens ordinaires d'Ukraine, et ensuite je vais vous montrer. C'est Kiev, la capitale, qui a été plongée totalement dans l'obscurité, et elle est restée dans le noir pendant presque 24 heures. C'était 18 heures, mais c'est la plus longue période où Kiev a été entièrement plongée dans le noir. Et si vous regardez la vidéo, c'est très étrange. Une ville où près de 3 millions de personnes vivent dans l'obscurité totale.
Si vous voyez de la lumière, alors ces petits magasins ici ont leur propre générateur diesel. Je veux dire, le diesel finira aussi par manquer à un moment donné, ou bien ils ont leur propre batterie de secours. De gros générateurs pour tout l'immeuble, donc certains blocs d'appartements ont de la lumière pendant quelques heures. Et les photos, oui, elles me mettent mal à l'aise. Je veux dire, j'ai été dans chacune de ces rues que vous voyez dans ces vidéos. C'est étrange et même effrayant à voir, très angoissant. Coupure de courant dans la plupart des quartiers. La ville est dans le noir suite aux frappes russes, avec des coupures d'urgence et de courant dans les centrales. Beaucoup de magasins, pharmacies et institutions utilisent donc des générateurs ou des énergies alternatives. Les Ukrainiens y sont habitués, mais c'est leur plus grande panne d'électricité. Donc si nous regardons cette carte qui est juste, je veux dire, ces pointes lumineuses représentent les grandes villes d'Europe et de Russie, et vous pouvez voir que l'Ukraine est dans l'obscurité. Il y a quelques points. Je veux dire, je ne dis pas... Bien sûr, toute la production d'électricité n'a pas été coupée. J'ai indiqué que les centrales thermiques de l'État avaient été détruites. Il y a un peu de lumière en Ukraine, mais la plupart du pays reste dans l'obscurité, surtout comparé à la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la Russie voisine. Que signifie cela? À quel point la coupure d'électricité est-elle pénible? Même s'il s'agit d'un déficit de 10 sur tout un trimestre de 3 mois, je vais vous le lire. Zéro production aujourd'hui. La production d'électricité a été arrêtée dans toutes les centrales thermiques d'État en Ukraine. Les attaques russes entraînent d'abord un déficit énergétique de 12% au quatrième trimestre 2025, freinant la croissance du produit intérieur brut, puis des millions de pertes annuelles. Les coupures de courant, limitées qu'à quelques heures ou à une journée entière, alimentent l'insécurité alimentaire et entraînent plus d'1 milliard de dollars de pertes agricoles. Pour gagner de l'argent et générer de la croissance du produit intérieur brut, il faut de l'électricité pour toute production dans un pays. Si vous ne l'avez pas, cela va nuire immédiatement à votre produit intérieur brut. Dès le début, les entreprises du tertiaire subissent une hausse des coûts, menaçant l'emploi de plus d'1 million de personnes. Encore une fois, une vidéo d'illustration de Kiev. Vous ne voyez pas l'étendue de cette zone, la majeure partie étant dans l'obscurité. Mais cette vue devrait ressembler à New York la nuit. C'est clairement une grande ville. Ça devrait être éclairé, mais c'est sombre, et ça me fait vraiment mal de voir ça. Alors, regardons une autre vidéo. Que se passe-t-il quand on n'a pas d'électricité? Parce que toi et moi, je suppose, nous sommes tous tellement habitués à vivre dans des sociétés où l'eau coule chaude et froide, où il y a de l'électricité et tout ce dont on a besoin. Eh bien, par exemple, les trains à grande vitesse fonctionnent à l'électricité, ce sont des trains électriques. L'Ukraine a des trains très modernes sur certaines lignes. Sans électricité, il faut revenir à l'ancien système soviétique. Des locomotives diesel qui remorquent maintenant ces trains à grande vitesse parce qu'ils n'ont plus d'électricité. Vitesse maximale 50 km/h maintenant, je veux dire, elle fonctionne toujours, mais il faut 2 fois plus de temps pour aller du point A au point B. Et pour ouvrir les portes à nouveau, sans électricité, il faut le faire manuellement, ce qui est plus difficile. Ça doit être la locomotive de type Chmelok, fabriquée par l'utilisateur UH des années 60 à 80. Vitesse maximale d'environ 90 km/h. Ce sont encore les seules locomotives diesel utilisées en Albanie. Ces T669 albanaises roulent encore plus lentement que les ukrainiennes en raison de l'état déplorable des voies. Juste quelques informations sur cette vieille locomotive ici. En parlant de locomotive, une autre cible russe était un dépôt de réparation de locomotives à Krybinka dans la région de Poltava. Krybinka est un nœud ferroviaire majeur à l'intersection de 2 grandes lignes. La Russie cible désormais les principaux centres de transport pour paralyser la logistique de l'Ukraine et briser le moral du peuple. Et si vous regardez cela, ça n'a pas vraiment l'air bon, et ces dépôts de réparation ferroviaire, ils sont coûteux. Je veux dire, les locomotives diesel, c'est très ancienne que nous venons de voir transportant le train électrique à grande vitesse. Elles doivent être réparées pour que le train puisse bouger ou être remorqué, sinon ce ne sera pas possible. La Russie essaie de faire s'effondrer toute l'infrastructure civile en Ukraine en passant à la prochaine cible, et oui, il y avait de nombreuses cibles. C'est la toute nouvelle centrale électrique à biomasse ukrainienne construite en 2016, donc c'est l'une des centrales les plus modernes d'Ukraine. Les centrales électriques à biomasse, cela signifie qu'elles brûlent de la biomasse.
Qu'il s'agisse de n'importe quel type de biodéchets, de déchets biodégradables, ces centrales brûlent les déchets issus de toute installation de production biologique qui génère des biodéchets. Cela peut être de l'huile, cela peut être des cultures qui ont mal tourné, des tomates, tout ce qui est biologique. Elle les brûle et en produit de la chaleur et de l'électricité. Très moderne et très écologique d'ailleurs. Pas la peinture sur les murs, mais l'idée que cela provient des énergies renouvelables. La Russie l'a frappée il y a 2 jours et elle est maintenant hors service. Passons au côté positif. Je ne sais pas si c'est le bon terme en anglais, mais 18 heures plus tard. À Kiev, par exemple, vous pouvez voir le tout moment où les héros ukrainiens. Et en ce moment, je veux dire les ingénieurs électriciens qui réparent ces dégâts, jour après jour, à chaque heure, ont réussi à rétablir l'électricité dans certaines zones de la ville. C'est un moment crucial. Regardez ces grands immeubles, combien d'appartements accueillant des enfants qui doivent aller à l'école, des enfants qui ont besoin de nourriture chaude, de repas chauds, des enfants qui ont besoin d'avoir chaud. Parce qu'il fait froid à Kiev en ce moment, sans électricité ni chauffage central. Donc ce moment est très important pour les gens, surtout pour les familles et les enfants. Ils ont de nouveau accès à la nourriture et à l'eau chaude, ainsi qu'au chauffage dans leur appartement. Voilà, mes amis, ce que la Russie a frappé en Ukraine lors de sa plus grande attaque terroriste contre les civils. Mes amis, après la victoire de l'Ukraine dans la guerre, la plupart des choses pourront être reconstruites, mais il y a des choses qui sont perdues à jamais. Je vais vous guider à travers une partie perdue de l'histoire de l'Ukraine. À 72 mètres sous la terre ancienne de Bamut se cache un secret. La cave à vin la plus profonde du monde, berceau de l'art. Du vin élaboré selon des techniques transmises de génération en génération. Le vin d'art n'est pas seulement un vin pétillant, c'est une pièce rare de l'histoire. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine et pendant toute une année, les courageuses troupes ukrainiennes ont défendu Bamut lors des batailles les plus sanglantes de toute la guerre. Mais en mars 2023, Prigojine, avec son groupe Wagner, est entré dans la ville. La maison d'Artwin est tombée entre les mains des envahisseurs. Les forces Wagner ne cachaient pas leur présence. Vous pouvez voir l'officier qui n'en croit pas ses yeux. Quel trésor ils viennent de découvrir. Le vin mousseux Artwin, pendant des années, pendant tout ce temps. Et tout au long de ce processus, de la musique classique était diffusée. À la stupéfaction des occupants, elle jouait encore lorsqu'ils ont mis les pieds dans ces caves. Vous pouvez l'entendre vous-même. Écoutez. Peu de temps après, le chef du groupe Wagner, Prigojine lui-même, se promène dans les caves, admirant les richesses de la culture ukrainienne. Prigojine, en plein vol de bouteilles, a décidé de se moquer des femmes ukrainiennes pour la journée de la femme. Et il a écrit un message de félicitations sur l'une des caisses pendant que son équipe chargeait le vin mousseux à emporter. Il semblait que ce morceau d'Ukraine était perdu, mais ce n'était pas le cas. Avant la chute de la ville, les hommes les plus courageux ont risqué leur vie pour faire sortir clandestinement quelques bouteilles envoyées aux États-Unis. Ces dernières bouteilles plus provenant des caves de Bakhmout portent par le courage et la résilience des troupes ukrainiennes qui ont défendu la ville, certains jusqu'au bout. Mais maintenant, mes amis, je suis heureux d'annoncer que cette prochaine partie peut être appelée Ukraine. Riposter. Parce qu'ils l'ont fait, ils ont riposté et ils ont choisi leur cible avec sagesse. Nous commençons par la centrale thermique de Voronej. La centrale thermique de Voronej était également très récente en Russie. Elle aura été achevée en 2019. Les premières analyses indiquent que 3 missiles ont frappé le nouveau bloc énergétique de la centrale thermique de Voronej. 1. 2 ont touché le bâtiment de la chaudière, habillement générateur de vapeur et turbines reliées au module à gaz LM 6000. Un autre a traversé le toit, atteignant sans doute l'ouverture de la turbine. Les frappes ont réduit l'alimentation en électricité et en chaleur dans la ville. C'était l'une des unités électriques les plus modernes de la région, achevée en 2019. Et si vous regardez les images, vous pouvez voir qu'il s'agit de la salle des chaudières principale. La majorité des centrales thermiques dans le monde, ou du moins dans les pays de l'ex-Union soviétique, se ressemblent. Nous avons aussi des centrales similaires en Estonie, je les ai vues moi-même. Il y a ce grand bâtiment carré au-dessus et à l'intérieur.
Il y a une chaudière qui est cependant responsable d'une grande partie de cette ville spécifique, ici Voronezh. Et vous pouvez la voir clairement endommagée sur cette photo. Il y a aussi une vidéo prise de très loin, où l'on ne voit qu'un peu de fumée, pas plus. Parce que c'est très loin, après tout. Mais cela a également été géolocalisé. La vidéo a été prise depuis cet appartement précis. J'adore ces géolocalisations si précises. Quelqu'un fait juste une vidéo tremblante et floue depuis un immeuble d'appartement au hasard, et des gens la géolocalisent avec une telle précision qu'ils savent exactement de quel appartement elle provient. Et si tu consultes le registre immobilier russe, tu peux même découvrir qui a fait cette vidéo. C'est fou. Bref, la géolocalisation a été faite, alors allons-y maintenant. Tu peux voir où c'est sur la carte. Mais à chaque fois, j'aime aussi aller sur Google Maps parce que c'est vraiment un outil tellement facile à utiliser. Tu pourrais te dire « Oh, waouh, ce n'est rien, ce n'est pas militaire, c'est juste civil. » Mais regarde à quel point je peux zoomer, je peux voir les détails sur le trottoir si je veux. Oui, cette installation spécifique a été touchée. Si je dézoome, voici la centrale thermique de Voronezh. Un Voronizhka Edets, Aline, c'est ici. Et je vais dézoomer de la ville de Voronezh pour que vous puissiez voir que c'est une assez grande ville. Maintenant, voyageons en Crimée à Kovaradeiskoïa, qui se trouve au centre de la Crimée, sur la place Kvaradei, juste ici. Cette carte, si vous pouvez la reconnaître, provient de l'un des plus grands analystes militaires russes, Rybar, maintenant. Il est intéressant parce que ces rapports sont en contradiction avec ceux de Kerachimov à Poutine, donc ces rapports sont en contradiction avec ceux du Kremlin. C'est pourquoi j'aime l'inclure, car il est toujours bon de voir les deux côtés et de savoir ce que pense l'autre camp. Maintenant, ils rapportent une frappe massive sur leur propre cible en Crimée. Et si Rybar fait tout son possible pour tracer autant de lignes sur une carte en Crimée, alors l'Ukraine a pris cette attaque très au sérieux. Ils ont envoyé plusieurs drones dans le dépôt de terrain sur la place Quarity. Encore une cible frappée par l'Ukraine. Je vous l'avais dit, l'Ukraine a riposté en touchant plusieurs cibles dans diverses zones, tout comme la Russie. Alors, vous vous souvenez du port en eau profonde de Tuops, ou Beret, Bert? Je ne sais pas comment vous l'appelez en anglais, mais c'est pour le transport des expéditions de pétrole maritime russe. Ils le chargent sur les navires par ces ports ou quais à Tuops, le port de la mer Noire. Donc Tuops est dans l'obscurité ici. Mais l'Ukraine a frappé un autre de ces quais avec un drone marin. Vous pouvez voir l'explosion et il s'agissait vraisemblablement de la jetée ouest. Ces zones ici ont été frappées par des drones marins ukrainiens il y a environ 2 ou 3 semaines. Il y avait de magnifiques vidéos à ce sujet. Et ils ont endommagé plusieurs pétroliers, y compris des pétroliers qui étaient en train d'être remplis à ce moment précis. Mais maintenant, ils ont frappé de nouveau au quai ouest. Je veux dire, ce port est très important pour l'exportation du pétrole brut maritime russe, et l'Ukraine frappe le portefeuille russe en leur retirant la possibilité d'exporter ou en rendant cela plus difficile et plus coûteux. C'est pourquoi ils ont frappé ce port en particulier. Maintenant, une cible un peu amusante. C'est une sous-station, donc ce n'est pas vraiment une cible de grande valeur. Je veux dire, il y a des centaines de sous-stations dans une grande ville en Russie et en Ukraine. Mais si vous les détruisez toutes, vous éliminez leur capacité du réseau électrique. Mais cette sous-station spécifique est proche d'une installation très particulière. Nous parlons de la société aéronautique Bereev ou de la compagnie d'aviation Bereev. La sous-station électrique T25. 110, 35, 6 kW, juste ici, l'Ukraine a frappé cette sous-station. Mais cette photo ici provient d'une image satellite de Yandex. Yandex est une entreprise russe. Donc ils ont flouté cette zone spécifique dans cette ville, juste une zone au hasard. Pourquoi l'ont-ils flouté? Parce que c'est lié au complexe militaro-industriel russe. Ils ne veulent pas que les gens voient ce qu'il y a ici. Eh bien, Google Maps ne l'a pas flouté. Ils ne le font délibérément pas. Donc, si tu vas sur Yandex en Russie, que tu regardes n'importe quelle ville, tu verras des endroits floutés. Tu peux tout de suite voir ce que le complexe militaro-industriel russe ne veut pas que tu cibles, car c'est flouté. Tu vas sur Google Maps, tu vois ce qu'il y a là-bas et ce que c'était.
Ici, il s'agit de la société aéronautique Berev, déjà frappée plusieurs fois par l'Ukraine pendant la guerre. Les Russes ont flouté le site sur Yandex Maps, ce qui facilite l'identification des cibles de valeur pour les Ukrainiens utilisant Google Maps. Je vous l'avais dit, Google Maps est formidable. Nous avons aussi une vidéo de la sous-station T25. Ça brûle bien, mais ce n'est pas ce que je veux vous montrer. En fait, je veux vous montrer la société aéronautique Berev. Si vous regardez, c'était il y a environ 2 jours, le 8 novembre. Voici la base aérienne de Taganrog qui accueille un A-50, un A-100, un A-60 et un Antonov 26. Regardez ces images. Ceci est la sous-station T25. Cette zone au sud était la zone floutée, et l'aéroport juste ici accueille tous ces avions. C'était il y a 2 jours. Ces avions sont maintenant très précieux. Et on voit que Yandex a flouté la société aéronautique Berev qui répare, entretient ou remet peut-être en état ces avions. Vous recevez les prochaines cibles pour l'Ukraine, aussi simplement qu'avec Google Maps. C'est fou. Ce que je dis, je vais vous le traduire. Ce que je dis, c'est: il y a des avions très précieux sur la piste de la base aérienne de Taganrog. Il y a 2 jours et tout près de là se trouve la société aéronautique Berev. Vous pouvez faire le rapprochement. Ils entretiennent très probablement ces avions resteront peut-être là pendant un certain temps. Le résultat, brûlons-les. Regardons un peu les statistiques. Nous voyons que l'Ukraine frappe des S-300, des S-400. Par exemple, hier en Crimée, parmi les cibles que je vous ai déjà montrées, il y avait aussi un complexe S-100. Cette vidéo vient d'hier de Crimée. C'est un lanceur S-300. Enfin, plus maintenant. Il n'existe plus, réduit en poussière, totalement détruit. Mais combien de S-400 l'Ukraine a-t-elle complètement détruit? C'est une bonne question. Et la réponse, c'est beaucoup. Précisément, 55% de la production russe de S-400 ont désormais disparu. Le cauchemar de la défense aérienne S-400 de la Russie. Sur les 56 bataillons qu'elle possédait avant la guerre, l'Ukraine en a anéanti 31. Cela représente 55% des meilleurs complexes de défense aérienne de Poutine détruits. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les personnes ou les analystes militaires qui ne sont pas liés à l'armée. Je ne dis rien de mal à leur sujet, mais parfois ils disent « Oh, une batterie S-300 a été détruite » et ils montrent à un seul lanceur détruit. Il existe une grande différence entre une batterie, un bataillon, un système et un lanceur de défense aérienne. Le système et le lanceur peuvent être identiques, mais une batterie ou un bataillon regroupe plusieurs lanceurs, systèmes et radars. Regardez. Ils sont souvent regroupés en batteries de 4 à 8 lanceurs avec radars et véhicules de commandement. Donc si quelqu'un dit qu'une batterie de défense aérienne a été détruite, il se trompe. Parce qu'en général, l'Ukraine ne détruit pas de 4 à 8 lanceurs en même temps. Il veut d'ordre qu'un système ou un lanceur de défense aérienne a été détruit. Une batterie comprend 4 à 8 lanceurs. Cela forme des bataillons avec 2 à 3 batteries par bataillon. Un régiment complet comprend généralement 2 bataillons. J'espère que cela clarifie un peu les choses. Et la prochaine fois que quelqu'un dira que l'Ukraine a détruit une batterie de défense aérienne, vous pourrez les corriger avec le terme approprié, qui est généralement un système ou un lanceur. Par exemple, hier, un lanceur S-400 ou un système a été détruit en Crimée, donc l'Ukraine a détruit. Ce chiffre est très conservateur, basé uniquement sur des frappes confirmées visuellement. 31 bataillons, ce qui comprend de nombreuses batteries et encore plus de lanceurs, comme nous venons de le découvrir. La Russie compte ou comptait au moins 56 bataillons avant la guerre. 31 batteries ont été détruites. Perte totale durant la guerre, 55%. Mes amis, quelqu'un a vu le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov? Sergueï Lavrov? Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas vu non plus Prigojine depuis très très longtemps. Eh bien, certaines personnes disent que Lavrov a été aperçu en train de prendre ses photos de lui-même, laissant des indices sur l'endroit où il pourrait se trouver. Je ne sais pas. Tu sais, toi, on ne l'a pas vu. Microsoft continue de l'embaucher pour améliorer considérablement Windows, si tu vois ce que je veux dire. Mais on ne sait vraiment pas où il est, et apparemment il est tombé en disgrâce auprès du Kremlin après le fiasco avec Poutine et Trump.
Jetons un bref coup d'œil à la façon dont les sanctions américaines contre Lukoil fonctionnent. Trump a sanctionné les deux principaux exportateurs de pétrole russe. Voyons l'effet réel de ces sanctions. Le monde libre a déjà imposé des sanctions, mais la Russie les ignore. Désormais, en saisissant les États-Unis participant aussi. Est-ce que cela a vraiment un effet? Et oui, c'est le cas. Voilà la réponse pour vous. Ça en a un. À partir de décembre, les plus grandes raffineries de pétrole indiennes qui achetaient du brut russe vont arrêter d'acheter ce brut maritime, du moins. Cela crée un énorme vide sur le marché que d'autres pays exportateurs de pétrole vont essayer de combler. Par exemple, Aramco d'Arabie Saoudite va vendre son brut phare Arab Light aux acheteurs asiatiques avec une prime d'$1 par baril au-dessus de la moyenne Oman-Dubaï pour les expéditions de décembre. Cela signifie qu'elle va baisser ses prix du pétrole pour ses partenaires asiatiques, en particulier l'Inde et la Chine, qui achetaient beaucoup de pétrole russe. Mais maintenant, certaines raffineries, dès qu'ils ne veulent pas tomber sous le coup des sanctions des États-Unis, ce qu'elles ne veulent pas, car ces sanctions font mal. Ils ont les moyens de nuire à votre entreprise et ils sont prêts à le faire si vous achetez du pétrole russe. De nombreux raffineurs de pétrole en Inde cessent cela, et l'Arabie Saoudite comble aussitôt le vide. Ils augmentent donc la production, ce qui va dans le sens de la dépense d'exploitation. Tous augmentent la production, et l'Arabie Saoudite réduit aussi le prix. Cela nuit beaucoup à la Russie. Tout d'abord, ils vont perdre des parts de marché. Deuxièmement, ils ne sont plus payés. Parce que leur pétrole reste en mer, sur les pétroliers. Personne ne l'achète. Il y a des pays qui l'achètent, mais pas en quantité comme l'Inde et la Chine. Avec la chute des exportations russes vers l'Inde, l'Arabie Saoudite en profite pour combler le vide. Les raffineries indiennes, qui achètent 65% du pétrole russe importé, ont cessé leurs achats depuis décembre, tandis que l'Arabie Saoudite a réduit ses prix pour attirer les acheteurs indiens. Les revenus pétroliers russes sont en chute libre. Oui, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un vide sur le marché pétrolier, tout le monde se précipite pour le combler. Ils vont baisser les prix, comme ça ce sera chez eux qu'on achètera, et ensuite ils pourront augmenter les prix s'ils le souhaitent. Actuellement, seule la Russie perd, tous les autres gagnent. Parce que l'Inde obtiendra un prix plus bas ailleurs, l'Arabie Saoudite aura une plus grande part de marché. Oui, c'est une perte pour la Russie. Maintenant, mes amis, parlons de Bakrovsk, tout le monde en parle. C'est la zone principale d'intérêt pour l'Ukraine et la Russie. Et la majorité de leurs capacités se trouvent autour de cette ville. Je ne veux pas trop m'attarder sur les cartes car à Bakrovski, il est très difficile de faire quoi que ce soit avec. Cette carte en particulier n'est pas du tout liée à la réalité. Je vais tracer mes propres lignes ici. Ignorez ce que montre cette carte. La zone de contrôle réelle de la Russie ressemblerait à ceci. Mais encore une fois, nous avons vu des Ukrainiens aujourd'hui, hier, dans ces zones, dans la zone urbanisée de Bakrovski, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas d'une ligne de front fixe et certaine à Bakrovsk. C'est très fluide, tellement fluide que vous ne pouvez presque pas tracer de ligne sur cette carte. Ce que nous savons depuis hier, c'est que l'usine de transformation de viande, cette usine juste ici et ces bâtiments juste là, sont sous contrôle russe. Il y avait des unités russes il y a 2 jours dans cette zone, elles n'ont pas été détruites. L'objectif serait peut-être de couper l'autoroute ici et d'entrer dans le village de Rivne. Je dessine trop, c'est amusant. Mais Rivne, le but plus important, c'est d'encercler Myrnograd et de l'isoler de Bakrovsk. Globalement, les Russes sont présents dans environ 80% de Bakrovsk. Par exemple, j'ai tracé cette ligne ici, mais ça ne veut pas dire que c'est la ligne entre les unités ukrainiennes et russes. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des Ukrainiens présents dans cette zone, et il y a des Russes, les uns présents au nord de cette voie ferrée. Voici la voie ferrée. Je ne m'attarde pas sur cette carte, elle risque de troubler et n'est pas fiable. Je vais revenir à Rebar, le blogueur militaire russe. Qui ? Pourquoi est-ce que je vais vers lui ? Je veux d'abord vous expliquer pourquoi je me réfère à lui. Eh bien parce que Gerasimov, il y a presque 3 semaines, a directement fait un rapport à Poutine. Le plus haut gradé de l'armée russe a rapporté à Poutine que Pakrovski était encerclé. Prenons l'exemple du plus grand blogueur militaire russe, Rebar, qui a montré il y a 2 jours une carte indiquant que Pakrovski n'est pas encerclé.
que les Russes n'ont pas encore relié leurs forces au nord-ouest de Bakrovsk-Virnorad et que cette poche est toujours ouverte. Un blogueur militaire russe en conflit très fort avec le plus haut dirigeant militaire russe, Gerasimov. C'est pourquoi je vais vers lui, parce que j'aime ce conflit. Et ce que dit Rebar, c'est que la situation est très fluide. Comme je l'ai dit, en ce moment, les combats ont lieu presque dans toute la zone urbanisée de Pakrovsk, principalement dans la partie nord. Mais les troupes ukrainiennes se sont infiltrées derrière la ligne 0 russe, et les troupes russes se sont infiltrées derrière la ligne 0 ukrainienne à Bakrovsk. Je vais aussi vous parler des analystes occidentaux, l'Institut pour l'étude de la guerre. Ils rapportent que les forces russes ont temporairement ralenti leurs opérations offensives vers Bakrovsk. Les analystes estiment que cette pause sera brève. Oui, les Russes ont fait une brève pause opérationnelle d'1 à 2 jours. Ils rassemblent en des renforts, ils vont frapper à nouveau parce qu'ils doivent encercler Bakrovsk. Je dis cela car c'est avant tout un ordre politique. Deuxièmement, cela a déjà été signalé à Poutine il y a plusieurs semaines que c'était une réalité, et ça ne l'est toujours pas. Si cela n'arrive pas, des têtes de généraux vont tomber, donc ils doivent encercler Pakrovsk. De lourdes conséquences affecteront la hiérarchie russe. Donc on peut dire que l'assaut russe a un peu ralenti depuis 2 jours. Vous le savez déjà. Ça va continuer demain, après-demain ou la semaine prochaine avec la même férocité. Les forces ukrainiennes ont partiellement rouvert des routes logistiques au nord de Bakrovsk, réapprovisionné en munitions et stabilisé plusieurs secteurs de défense. L'Institute for the Study of War note que ces derniers jours, l'intensité des attaques russes a diminué, car les forces ennemies attendent des renforts, tout en renforçant leur propre défense et en développant le soutien logistique au sud de la ville. Maintenant, je voudrais illustrer, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, à quel point Pakrovsk est réellement disputé. Voici la zone urbanisée et la gare entre les voies ferrées. Il y a 3 jours, nous avons vu le 425e régiment d'assaut faire cette histoire de drapeau. Ils ont traversé presque toute la ville, toutes les zones censées être contrôlées par les Russes, et aussi les zones censées être contrôlées par les Ukrainiens. C'est juste pour vous illustrer à quel point la zone est contestée, et où se trouvent les unités. Différentes maisons abritent différentes unités dans leur cave. Différentes rues sont contrôlées par différentes unités de différentes armées. Ils ont commencé au nord de Bakrovsk, ils ont traversé la voie ferrée au centre de Bakrovsk, puis ils ont hissé leur drapeau sur le bâtiment du conseil municipal. C'était il y a 3 jours presque, dans le sud de Pakrovsk, déjà sous strict contrôle russe depuis 2 semaines. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas non plus sous contrôle ukrainien. Chaque rue et chaque maison peuvent être sous un contrôle différent chaque jour, voire chaque heure. Il n'y a pas de ligne de front solide, de ligne de front contrôlée dans cette ville. C'est une bataille très particulière dans cette guerre. Donc si vous voyez une carte comme celle-ci, je vous ai déjà montré cette carte, prenez-la aussi avec des pincettes. Cette carte ne vous donne aucune idée réelle de l'emplacement des unités. Si vous voyez des cartes sur Pakrovsk, prenez-les vraiment avec des pincettes. Et maintenant, je veux vous donner un peu de perspective sur ce qu'est Pokrovski. Cela attire beaucoup l'attention internationale et les gens dramatisent à l'excès la perte de Pokrovsk. Eh bien, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie dure maintenant depuis presque exactement aussi longtemps que la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne et la Seconde Guerre mondiale pour le reste des pays civilisés. Pour nous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes sont avancés de 2500 km de Stalingrad à Berlin. Dans la guerre actuelle, l'armée de Poutine a avancé de 41 km. Je vais essayer de traduire ce qui fait environ 15 à 20 miles de Donetsk à Pakrovsk. Regarde, oui, la perte de Pokrovsk était grave. C'est dur, mais il faut voir la situation dans son ensemble. Ce qui veut dire que la Russie épuise toute sa capacité offensive sur cette ville. L'Ukraine le sait, et ils absorbent cette main-d'œuvre, et s'ils récupèrent ces systèmes d'artillerie, ils détruisent, ils usent les Russes. Quand Pokrovsk tombera, la Russie aura besoin d'une pause opérationnelle. Je veux terminer cette vidéo sur une note drôle et positive. Mes amis et moi vous présentons le mouton de la ligne de front russe. Il porte un gilet par éclat, il a une bouteille d'eau sur le ventre au cas où il aurait soif. Bien sûr, il ne veut pas aller sur la ligne de front comme la plupart des soldats russes, mais il y est traîné comme la plupart des soldats russes.
Oui, mettons tous un F dans le chat pour les moutons de première ligne russe. J'espère vraiment que ce mouton va survivre. Merci d'avoir regardé, mes amis. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, qui sera mercredi, assurez-vous d'être de retour. Slavokrini et au revoir.